Bonjour. Donc la semaine dernière, on a fini de discuter sur le noyau du Fourier, du gros noyau du Fourier sur les groupes finis de type de groupe de Lie de type fini. Et ce dont je vais parler la semaine prochaine, ce sera une discussion sur le noyau du Fourier dans le cas p-adique et dans le cas réel peut-être aussi. Mais je dois m'excuser tout de suite que c'est un travail en cours, donc il y a pas mal d'à peu près, donc je m'en excuse d'avance. Donc c'est un travail en collaboration avec Zilling. Donc, on cherche à construire le noyau du Fourier sur le corps local. En fait, le point de départ, c'est une idée de Laurent Laforgue qu'il a expliqué dans son cours en 2014. Et il s'agit en fait de comprendre ce que fait Laforgue dans le cas GN2 et généraliser dans le cas GLN et peut-être d'autres groupes prédictifs. Et donc, je vais quand même rappeler un peu les points principaux des programmes de Bavman-Kashdan et pour un peu se situer où nous sommes. Donc c'est un problème. Donc G est un groupe réductif sur un corps K, un corps global pour l'instant, bientôt localisé. Donc ρ, une représentation du groupe dual de Langlands. Et souvent, c'est bien comme mot de mettre une hypothèse. On a un déterminant de G dans Gm, tel que sur le côté dual, c'est la multiplication scalaire. Donc ça, c'est une hypothèse qui doit être provisoire, mais j'ai toujours du mal à l'enlever. Donc, sous cette hypothèse, on arrive à construire donc ça, c'est des hypothèses. On a construit un monoïde algébrique. MO, donc il contient G, comme un ouvert-dent de Zariski, c'est comme ouvert-dense des aimants inversibles. Donc MRO, c'est un schéma affine normal, équipé, muni d'une structure de multiplication. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est un espace de Schwartz, un espace de ρ fonction de Schwartz S ρ sur G de F. Donc, ce sont des fonctions qui sont localement constantes, donc ce sont des fonctions lisses. Même plus, on veut qu'elles soient invariantes à gauche et à droite. Par un sous-groupe compact ouverte. Donc c'est un peu plus fort que Lisp parce qu'on ne suppose pas qu'il y ait de support compact. Car dans G de F,
on voit aussi que le support de phi, c'est une fonction, le support de phi soit contenu dans un ensemble, dans un compact de M ρ. Pardon? Oui, donc ici c'est dans le cas F est un non archimédien. Non archimédien. Il y a, sur les passes réelles, il faut d'autres hypothèses, mais je ne vais pas. Et on veut aussi que phi soit localement intégrable. Et puis, on veut aussi que S ρ est censé être l'espace des sections à support compact d'un faisceau sur M ρ de F pour la topologie totalement discontinue. Donc un faisceau, disons, S tilde de ρ, donc c'est défini par des conditions locales. Donc cet espace est censé donner, après la transformation de Méline, ça donne un faisceau cohérent. C'est un idéal, en fait, ça doit être un idéal fractionnaire sur l'espace des espaces des représentations irréductible, admissible de G de F. Donc ça, cet espace peut être muni d'une structure d'une variété analytique complexe, d'un faisceau cohérent, et il doit être engendré par la fonction n, S pi ρ. Donc cette variable S, ça a à voir avec ce déterminant, et puis ça a à voir aussi avec l'étude duale. Voilà. Donc, au lieu de parler de fonction n, on aimerait bien construire cet espace. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore. En fait, c'est le point qui est encore vraiment, on n'a pas touché. Donc, 2, on doit avoir une fonction basique. Bêta. Bêta ρ dans ce S ρ de GF. Donc c'est un membre distingué de cet espace qui est invariant à gauche et à droite par le sous-compact hyper spécial. On suppose que F, c'est une G non ramifiée sur cette place, et tel que ça définissant la fonction n S pi ρ pour les pi non ramifiés. Donc j'en ai discuté amplement là-dessus, donc je ne vais pas revenir. Mais donc ça, c'est essentiellement la bêta ρ, c'est la fonction
trace de Frobenius sur ce qui devrait être le complet d'intersection, qui on n'arrive pas à définir, mais la fonction a un sens de l'espace des arts, donc de l'espace des arts formels du monoïde. Donc ce point-là, je considère comme plus ou moins compris, même s'il y a quand même des choses à faire. Donc il y a un point essentiel aussi, c'est de comprendre un gros noyau l'une des choses ici, comme on arrive à définir l'espace des fonctions, des rho fonctions adéliques, comme un produit en tensoriel restreint, parce que sur presque toutes les places, ça doit être mettre les fonctions basiques et les nombres finis de places, on met tout l'espace de Schwarz. Donc il faut ces fonctions basiques pour même définir cet espace de fonctions adéliques. Oui, oui. Oui, non, je suis. Donc là, c'est. Non, mais. C'est des choses. Il y a quand même quelque chose sur le localement intégrable que j'ai des difficultés, donc je vais mettre ici. Je vais revenir là-dessus. Un rho noyau de Fourier sera une fonction K-rho. G sur G de F, sur donc C qui est stablement invariante. Stablement invariante. Et comme vous devez avoir aussi, c'est qu'en fait, peut-être que et qui doit être essentiellement un rho compact. Ça veut dire que pour tout sous-groupe compact ouvert, K dans G de F, on doit avoir que si on convolve cette fonction avec la fonction caractéristique de K, ça doit être quelque chose qui doit être un support contenu dans un compact de M rho de F. Voilà. Alors pourquoi on a vu ça? Parce que si ce qu'on veut définir la transformation de Fourier, donc la rho transformation de Fourier, ça va être phi dans conforme avec ceci. Peut-être avec phi check ou phi check de G, c'est phi de G moins 1. Alors, donc cette hypothèse-là, cette hypothèse qui est essentiellement rho compact, implique que c'est bien convergente pour donc c'est bien défini. Lorsque pi est pour phi dans CC infini de G. Parce que lorsque phi est invariant à gauche et à droite par K, on peut mettre le caractéristique de K au milieu
Et donc, quand on collapse avec le noyau de Fourier, on a quelque chose qui est super compact dans MRO. Du coup, ça a un sens. Donc, tout ce que je voulais dire ici, de façon un peu imprécise, que ça doit être généralisé. Donc, on doit des hypothèses supplémentaires pour que ça soit défini. Pour tout phi dans l'espace de Schwarz et que le résultat, donc le Fourier ρ de phi et Fourier de ρ de phi soit dans le même espace. Donc on n'en est pas encore là, donc je n'ai pas cherché à comprendre plus que ce qu'il faut faire. Et il faut aussi que pour presque toutes les places, on doit avoir ça doit aussi stabiliser aussi la fonction basique. Voilà. Je ne voulais pas dire que les problèmes de convergence n'est pas important. En fait, il est très important, comme je vais essayer de l'expliquer après. C'est en fait un peu le cœur du truc, en fait. Mais comme au point de vue, je peux pas mettre plus de précision. Au moins que cette hypothèse est très, très importante. Et finalement, donc ça c'est le point où on n'a vraiment aucune idée, c'est d'avoir une formule de Poisson. Du type somme sur le G dans G de K, de phi de G, et la même chose que somme sur G de K, Fourier ρ de phi de G, avec bien sûr, pour convergence, il faut des hypothèses locales pour tout phi dans S ρ de GA, satisfaisant vérifiant des conditions locales, certaines conditions locales. Voilà. Donc c'est un peu j'ai essayé un peu de formaliser comment on pourrait obtenir les fonctions n automorphes et leurs équations fonctionnelles si on arrive à tous ces points. Voilà. Et bon, bien sûr, il y a cet espace-là qui n'est. Je ne sais pas comment dire cette hypothèse, mais au moins, je pense qu'il doit être quand même à une valeur à gauche et à droite par un compact. Voilà, donc on a discuté, oui. Yes. Beta is is basic function. Beta depending on rho. F. Oh, beta rho. This is beta rho. Okay. Yes. Sorry. Donc on a un peu discuté du monoïde, on a discuté de la fonction basique, et on a discuté de ce noyau de Fourier dans le cas du groupe fini. Donc maintenant je vais essayer de discuter de ce noyau de Fourier dans le cas du groupe p-adique. Il faut que dans le cas, enfin, au moins dans le cadre restrictif, on peut supposer qu'il y a des déterminants, et puis dans le couple dual, quand tu envoies le GMC dans le groupe dual et dans le GLR, il doit être le scalaire, le mutuum scalaire. Scalaire, ça veut dire identité sur les centres. Oui, c'est ça. Oui. Ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est une condition très agréable. Sans ça, c'est encore plus embrouillé, donc je reste dans ce cadre. Oui, yes. So this M rho doesn't depend. Say if I replace rho by rho plus rho, will M rho change? Well, so this M rho exists for every rho, right? But for example, for this basic function, it really works for irreducible representation. So if you replace by rho plus rho,
the right object is some kind of stack. So we have to make the M row conform with M row, divided by the diagonal of G. And so there's the stack, but because you look at the function is defined in some space, and that is kind of the core space of the stack, right? But so this is more or less not enough. You have other space that over it, but at this I understand example, and I don't have the theory for general theory. Donc, donc, essentiellement, dans le cas du tore, dans le cas du. Donc, le but maintenant, c'est de comprendre ce noyau de Fourier carreau. Et dans le cas du tore, c'est bien compris. Dans le cas c'est une sorte de fonction de Bessène, ou dans le cas de Ruffini, c'est un faisceau hypergéométrique. De Katz, on définit la définition sont formellement analogues, mais et ensuite l'idée c'est en fait on fait une induction à la loustic. Et dans le cas du Ruffini, on obtient bien un faisceau pervers. G équivariante. Équivariant qui donne donc la trace et le noyau qu'on veut. Et dans le cas péadique ou même dans le cas réel, on peut en quelque sorte essayer de faire la même chose. Eh bien, on obtient une fonction, on obtient une induction analogue, pas avec les faisceaux, mais c'est avec des fonctions de distribution. On obtient une fonction que je noterai K, en fait je noterai J. Pardon, je ne sais plus comment ça. Une fonction stablement invariante, en mettant ensemble des fonctions sur les tores, que je vais définir exactement ensuite. Donc cette fonction-là qui est bien qui coïncide avec le noyau qu'on cherche, dans le cas du tore bien sûr, mais aussi dans le cas de Goldman-Jacquet, dans le cas GNLN, et puis la fonction avec la représentation standard de GNLN. Mais Laforgue a bien remarqué, Laurent Laforgue, que cette fonction-là n'est pas du tout la fonction qu'on cherche. Déjà dans le cas du carré symétrique. Donc je vais écrire des formules quelle est la différence. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement comprendre cette. Et puis il a défini une sorte de transformation. Donc à partir du noyau naïf, en quelque sorte, on arrive à trouver un candidat pour le vrai noyau, dans le cas GN2 au moins. Et là, on a une très jolie formule, sans démonstration, mais donc le but, c'est vraiment comprendre sa formule et essayer de généraliser. Donc c'est le programme d'aujourd'hui. Donc là, c'est dans son cours, c'est un cours
l'IHES, je pense 2014. Il y a un exposé 3, je pense. Quelque chose avec GN2. Donc il y a un calcul explicite dans le cas GN2. Voilà. Donc, je vais rappeler la construction du noyau naïf, le noyau qui, si on extrapole bêtement du cas de Ruffini, c'est ce qu'on doit faire. Donc on a le morphisme de Steinberg, donc c'est le cas de conjugaison stable de G dans T sur W. Et donc on peut prendre, puisqu'on part avec distribution, on peut restreindre des ouverts. Donc T0, c'est des ouverts où W agit simplement sur cette ouvert T0. Alors, pour tout A dans T0 F, ce morphisme Steinberg de -1 est une classe de conjugaison stable. Donc c'est des ouverts fortement réguliers. Donc essentiellement on va construire une fonction. Donc on va construire une fonction J de T W0, W sur cet espace de... j'oublie le 0 ici. Ça va définir un ouvert que ça. Voilà, donc pour ça, bien sûr, on fait comme pas dans le cas de Ruffini, donc la représentante ρ, la représentante du groupe dual. Donc je suppose que G est déployé. Ça va être bientôt GN2, donc ça, donc GLR de C. Et on restreint au tore T chapeau. Ça nous donne un ensemble avec multiplicité. Donc il y a des mu et mu dans lambda fois n, où lambda c'est le groupe de co-caractères de T, et caractère de T chapeau. Et mu, ça va être le poids quand on restreint ρ à T chapeau, la multiplicité du poids. Donc, en inversant du côté du originel, on aura donc un ρ T, peut-être mettre un chapeau ici, de GMR dans T. Donc, X1, XR, ça va être envoyé sur produit de mu. On va multiplier tous les mu ensemble. Et ici, il y a un petit point qui avait l'air un peu subtil, mais en fait, je crois qu'il n'est pas si subtil que ça. Donc, il y a un axiome de groupe W ici, un axiome du groupe symétrique ici,
Et en fait, il y a un homomorphisme canonique de W dans GM qui rend le T chapeau et W équivariante. Il ne faut pas chercher compliqué, on fait un truc bête, que W agit sur les mu en stabilisant les multiplicités. Et cela fait notre truc. Donc, ce qui fait qu'on a, une par quotient, on a le quotient vers T sur W. Voilà. Enfin, on peut aussi, on va surnoter S, le noyau de Soro chez T chapeau. Et donc ça, c'est un T torseur, mais donc ici, c'est les fibres vont être des. Pour les pronoms caractéristiques décomposés, ça va être le fibre, c'est un espace homogène sous S. L'autre fibre, c'est une forme tendue par S. Les formes sont données par le W. Donc les fibres sont des formes tendues, des formes de S, les bonnes fibres. Et donc, sur cet espace, on va prendre une fonction. Donc, la fonction est la fonction évidente. On a FR dans C. On envoie X et H de X1. XR, ça va être psi de X1 plus XR. Ou psi, ça va être un caractère additif qu'on va fixer une fois pour toutes. Non trivial. Et donc, ce qu'on aimerait faire, c'est de pousser cette fonction. On intègre sur les fibres. Pour le faire un peu plus canonique, on peut faire comme suit. Donc ici, en fait, on voit un peu la différence. Ici, dans cette opération, on voit un peu la différence avec le cas du groupe fini. Donc, pour pousser, on ne peut pas pousser une fonction, mais on peut pousser une mesure. Donc, on va prendre la forme différentielle, donc dx1, dxr. Donc, la forme est évidente là-dessus. Mais, vous voyez, l'axiome du groupe symétrique SR là-dessus, ça donne par le signe. Et c'est ça où il y a le signe qui intervient dans le cas du Pavman-Kashdan, dans le cas du groupe fini. Mais si on n'a pas de signe, pas très bien compris pourquoi, mais donc on va prendre une mesure. Donc, pour le faire, on n'en a qu'à prendre un carré. Donc là, il n'y a plus de signe. Et puis, on fait le truc h au carré. Donc, ça va être une forme sur ce AR divisé par W et le oméga au carré. Et donc, ça nous fait une mesure. Quand on prend la valeur absolue, c'est dx1, dxr, valeur absolue, et puis on prend la racine carrée, ça donne une mesure canonique. On n'est pas super compact, mais on peut quand même le pousser. Donc on va prendre Yann, même chose. Donc avec la régularisation, ça devient une mesure canonique. Sur le T de F. Et puis bon, on fait la même astuce, un peu le carré, comme ça fait aussi une fonction. Donc ça va être ça la fonction J rho T sur W. Voilà. Donc vous voyez que c'est exactement la même définition que dans le cas de groupe fini, sauf que ici le signe compliqué disparaît parce qu'on prend la valeur absolue. C'est ça, je ne peux pas expliquer plus pourquoi il disparaît, mais je pense qu'on est
On ne peut pas définir de toute façon, il n'y a pas de faisceau à tordre. Donc je vous donne des exemples. Excuse-moi. Si tu mets une valeur absolue à h, c'est un truc de module 1. C'est psi de quelque chose, c'est le module 1. Si tu mets la valeur absolue, Ah. Allez, comment je fais ici? Non, d'accord, tu as raison. Ne ma défini n'a pas de sens. Oui, non, ça c'est pas bon. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on comprend cette... je dis comment je fais les calculs. Donc, la définition que je donne est évidemment bidon, mais tu as cette fonction et tu vas intégrer le nombre de fibres. Donc, le nombre de fibres, c'est des tores. Et sur un tore, tu peux fixer une mesure canonique, en fait, et tu intègres cette fonction. Et c'est pas ça, mais en tout cas, j'écris des formules. Donc, dans le cas G de la forme GT dans Gn2 fois Gm, tel que déterminant de G, c'était la puissance R. Donc, ça, dualement, on aura le rho, c'est sim R de Gn2 dans Gn2R plus 1 de C. Donc ici, le tore T va être T1, T2, T, donc T1, T2, c'est T puissance R. Et donc j'écris la formule une fois que je voulais dire, mais j'ai donné une définition qui n'est pas bonne, mais la formule quand tu connais R, N à 2. Donc c'est un peu des aléas parce qu'on peut écrire des formules d'observation-morphisme. Mais il faut prendre une section, mais on peut le faire dans le calcul. J'aurais voulu avoir une définition plus jolie, mais évidemment, je me suis gouré. Donc ici, dans le cas ici, CT, donc c'est une fonction stable, une fonction invariante, donc C, c'est une variable C, ou C, c'est T1 plus T2. Et quand vous écrivez les formules, c'est ça que vous obtenez. Donc là, c'est une intégrale de psi de U plus U moins 2 de C plus 2T. Voilà. Donc c'est une intégrale du type Kosterman, donc il y a U et U moins 2. Donc ça dépend d'un paramètre, c'est C plus 2T. Ou C c'est T1 plus T2. Donc ça c'est le cas de carré symétrique. Le cas quand R égale à 3, c'est un peu plus intéressant parce que, c'est déjà intéressant ce cas-là, mais c'est plus compliqué parce que dans ce cas-là, les fibres ne sont plus le même tore. Il y a deux tores. Il y a le tore déployé, le S peut être tordu. Donc j'écris encore une formule pour que... Ça, c'est des calculs que je n'arriverai pas à refaire au tableau, mais je pense que je l'ai fait une fois. Donc, ça sera...
Donc là dans ce cas-là, le torque est dimension 2. Donc il y a toujours ce facteur-là, je ne me souviens plus très bien d'où ça vient. Mais on a intégré 2 fois, donc dans le cas où déployé, donc U1 plus U2, donc ça fait quand même des sommes vraiment compliquées, en fait, T-1, U1, U2, T1, U1, moins 3, T2, U2, moins 3, DU1, DU2. Voilà. Donc c'est un truc qui est invariant quand on change T1 à T2. Et il y a les cas où le polynôme caractéristique n'est pas décomposé. Alors on aura le J-rho de TE. Donc ça, c'est ce correspond à tore une extension quadratique. Et ça va être c'est le même intégral, sauf qu'on va intégrer sur E étoile de rho de la trace E sur F de U de E plus T moins 1 norme E sur F de UE moins 1, EU moins 3, donc c'est le même 3 ici, de TE. Donc j'écris pour formule, c'est juste pour dire que c'est calculable. Vous pouvez écrire des formules. Mais je ne sais pas si je suis sûr qu'on peut faire grand-chose avec ces formules. Sauf que on voit bien déjà dans le cas R1A2, c'est différent du bon noyau. Dans ce cas-là, ça correspond à pour réinterpréter comme la méthode double de Piatricci-Shapiro, donc on a bien compris. Mais dans ce cas-là, le vrai noyau, le J-rho de G de CT, c'est l'intégrale qui a la même tête. Juste à un détail près, de U plus U moins 1, C plus de T, exactement comme là-bas. Mais sauf que, comme l'intègre, on doit mettre la valeur absolue de U au carré ici. Oui. C'est une question sur la convergence. Oui, oui. Si tu intègres une fonction et... non, c'est comme ça des intégrales de Klosterman, il faut que tu convoles avec un truc compact. Ça devient super compact et tu dépends des mots que ça ne change pas quand tu changes de compact. Oui. Non, la convergence, c'est tout même ici, même, au moins dans ce cas-ci, on peut traiter par essentiellement compact. On convole avec un compact et puis on démontre que ça ne change pas. Pardon? Pardon? Oui. Ces intégrales ont un sens? Oui, oui, elles ont un sens, oui, on peut régulariser. Donc ça, il n'y a pas de problème pour régulariser. Non, mais ici, ce qui est vraiment difficile à comprendre, c'est que entre cette intégrale naïve et la bonne, ça a exactement la même tête, sauf qu'il faut mettre un U au carré ici, un absolu au carré. Alors, il n'y avait vraiment pas difficile de trouver une méthode pour comprendre U au carré. Et voilà, c'est l'idée de Laurent qui en quelque sorte donne une recette pour passer de cette fonction-là à cette fonction-là. Si on fait la construction dans les groupes finis, de toute façon, a priori, on sait que ce J-rho de T sur W, c'est le mauvais. Non, c'est la bonne. Dans le cas des groupes finis, la formule naïve de Laurent Lafforgue, on sait que c'est pas la bonne parce que tu n'as pas fait la modification avec le signe. Ah oui, non, mais il y a le signe, oui, mais le... Non, mais même sans Oui. le signe, je crois que ça marche pas. Comment? Dans le cas des groupes corps finis, je suis pas sûr que ça marche. Ça se descend pas, en fait. Oui, non, oui, d'accord. Donc, sur le groupe fini, il y a question de signe qu'il faut changer. Oui, il y a une question de descente aussi. Oui, Descente sur le champ, mais pas sur le... D'accord. D'accord.
Voilà, donc en tout cas, c'est que, ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est comment de passer à Senna. Donc au début, je pense qu'il faut chercher à comprendre ce facteur-là, mais je crois que c'est sans espoir, il y a une autre astuce. Donc il ne faut pas se fier à la ressemblance de formules, je crois que c'est un peu trompeuse. J'arrive pas à trouver ce qu'il faut modifier dans ce cas SIM 3 pour faire la bonne formule. Mais donc en tout cas, ici, ce que j'aimerais dire, c'est que ces fonctions-là, ça donne des fonctions stablement invariantes. Ça donne des fonctions stablement invariantes. Sur G de f. Et là, je vais faire une hypothèse de travail. Hypothèse, parce que c'est une conjecture, une hypothèse, parce que je n'ai pas encore vraiment essayé sérieusement, mais c'est important, ce que doit être essentiellement. Rho compact. Donc, on fait une forme de fonction sur le quotient. On a construit une fonction stablement invariante. Et l'hypothèse qu'elle soit essentiellement compacte, une fois qu'on convourne avec un sous-compact ouvert, n'importe lequel, la fonction obtenue doit être un support compact dans le monoïde. Et pour qu'on puisse définir le produit de convolution. Voilà. Maintenant, j'explique. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'intégrales. On viendra ensuite à la fin avec des doubles et des triples, même des quadruples intégrales, donc je m'en excuse avant. Je discute la transformation de la forme. En principe, si on applique au noyau naïf, on devrait trouver le bon noyau. Donc, j'appelle un peu une notation. Donc ici, G, c'est toujours G, T. Je traîne encore le T, seulement parce que dans mes notes anciennes, ça y a ce T, mais j'aurais bien l'enlever. Mais je ne veux pas trop me tromper dans l'intégrale. Donc, j'appelle le défini du terme constant. Donc, quand on a une fonction lisse à support compact, on a la fonction de terme constant de t de f dans C, qui est définie par une intégrale, donc phi n de t, ça va être delta b, 1 demi, l'intégrale sur nf de phi tn dn. Donc n c'est l'unipotent. Donc t ici c'est, quand je souligne t, c'est t1, t2 et t, avec t1, t2 et t puissance r. Et delta b c'est bien sûr c'est t1 sur t2. Et donc on cherche à construire cette fonction phi rho g. L'un des problèmes avec ce noyau naïf, c'est lorsqu'il n'est pas compatible au terme constant. Si on le fait agir sur la série principale, on ne trouve pas la bonne fonction, la force de gamma, donc c'est embêtant. Donc ici, c'est essentiellement comment modifier ce noyau naïf pour qu'il agisse gentiment sur le terme constant, sur les séries principales. Donc, ce qu'on veut faire, c'est rho g tel qu'on a cette formule. C'est ça la formule qu'on veut. On convourne avec phi, on prend un terme constant, c'est la même chose que qu'est-ce que j'écris ici? Non, ça c'est J rho de t convourne avec phi check n.
C'est la formule qu'on veut. Donc, on fait la convolution, on prend le terme constant, c'est la même chose que donc, pardon? Ça ne détermine pas. Mais c'est ce qu'on peut faire. Donc, donc, on a une fonction. Donc, ce sont tous des fonctions sur le quotient de Sternberg. Donc, on a un f, une fonction sur t, w de f, dans C. Donc, c'est une fonction de T1, T2, T. Donc, c'est en fait une faible, une fonction de C de T. Où C, c'est T1 plus T2. Et l'idée, c'est de faire le transform Fourier sur la variable C. Donc, on fait le transform Fourier sur polynôme caractéristique. C'est vraiment bizarre opération, ce que tu viens dans le papier avec Frankel et Lanlance aussi. Je ne dois pas dire que je peux vraiment comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas ici ça marche un peu. Donc on a le transform Fourier sur la variable C de f de Ct. Ça va être l'intégrale sur f de f Ct psi de psi C dc. Donc ici maintenant on a la proposition de la Fogg. C'est la fonction stable J rho G définie par la formule que la transformation de Fourier de J rho G si T, donc si est la variable duale de C, et la même chose que la transformation de Fourier du noyau naïf, multiplié avec la valeur absolue de Si. Donc la comparaison entre le noyau naïf et le vrai noyau, ça veut dire qu'une fois qu'on fait la transformation de Fourier, on doit multiplier avec la variable duale, la valeur absolue de la variable duale. Et alors, enfin, il y a aussi le T R-2. Donc ça doit dire que mes calculs sont un peu approximatifs, je ne l'ai pas vu parce que peut-être donc il y a ce facteur dans le fond de la Fogg. Mais comme dans mes calculs, je ne vois pas le T, mais c'est possible parce que c'est moi qui me trompe. Donc ça satisfait la formule. Mais en tout cas, le truc essentiel, c'est le si, ça c'est le déterminant, ça n'a pas, c'est pas méchant. Voilà. Laurent n'a parlé des démonstrations, je vais vous expliquer une démonstration de ça. Enfin, presque une démonstration, il n'y a pas tous les détails, mais je pense que ça marche. Et après, je vais faire des commentaires sur comment ce genre d'argument peut nous permettre d'aller au-delà de ce cas. Donc vous voyez ce qu'on veut faire ici, c'est comme un très modeste. On va juste faire une correction pour que ça agisse bien sur le terme constant. Mais on croit quand même que ça suffit. Parce que dans le cas de donc cette fonction, ce nouveau noyau, il agit bien sur les séries principales. Mais dans le cas de groupe réel, tout le monde c'est dans une partie des séries principales.
Donc ça marche le groupe réel. Alors, on espère que ça marche aussi le groupe p-adique, mais donc là, c'est quand même beaucoup plus à désirer. Voilà. Une question? Non. Bon. Je m'excuse, je fais vraiment bête. Hein, je ne vais pas. Mais je pense que c'est des calculs quand même assez rigolos. C'est pour tout R. Enfin, le R, on ne voit pas, en fait. Au moins, ne me calcule parce que je prends des fonctions de test un peu particulières. Pour les autres fonctions de test, il faut mettre le R. Dans le calcul, je ne vois pas du tout le R. Tu vois, en fait, ça n'a rien à voir avec le noyau naïf. Le noyau naïf, ça agit sur série principale sur certaines façons. Pardon? Oui, mais T sur W, c'est la restriction. Voilà. Donc, on va faire une démonstration, en tout cas de démonstration. Donc, on a G souligné, c'est GT, et j'écris G comme une des composants triangulaires, x-1, 1, T1, T2, 1, x plus. Et je suppose, donc là je prends du supposé, que la fonction test sera de la forme phi moins 1 phi 0 de T1, T2, T et phi plus de x plus. Donc je prends ces fonctions-là. Et bien sûr, j'ai des G et delta B de T et des x plus, des x minus et des T. Et maintenant, j'écris des intégrales. Donc, le terme, ça, c'est facile à écrire. Quand on fait agir ce J sur le terme constant, eh bien, c'est l'intégrale sur T de F de la fonction J T de AT et phi n de T dt. Et bon, vous développez, et ce que vous trouvez, c'est... donc ça, c'est important, c'est delta 0 de phi moins delta 0 dual de phi plus, et puis l'intégrale, l'intégrale là, c'est ce qui, ça n'a pas de surprise ici. On confond le J0 avec le phi 0. On peut mettre la bombe delta. Voilà. Donc ici, il faut faire vraiment attention, c'est qu'en fait, ici, la dépendance en phi moins et phi plus est très particulière. Sur phi moins, on prend delta 0, c'est la valeur de phi moins en 0. Et sur phi plus, on doit faire l'intégrale. Donc c'est delta 0 de phi moins, c'est phi moins de 0. Et delta 0 de phi plus, c'est l'intégrale de phi plus x plus dx plus. Ce qui est normal parce que tout ce qu'on fait ici, on calcule ce terme constant. Donc le phi moins ne participe que par la valeur en 0. Alors le phi plus, c'est l'intégrale. Donc ce qui est difficile à voir, c'est pourquoi cette intégrale qui est beaucoup plus compliquée aura la même forme. Donc essayons-le.
Donc là, je vais vous... je dois me faire des quadruples intégrales. Donc J rho G conforme avec phi du n appliqué à A. Donc ça va être... je m'excuse parce que je ne sais pas faire autrement, parce que sans laisser formule, je n'arrive pas à expliquer. Donc là, je fais un peu comme Laurent, j'écris le D avant. Voilà, donc là c'est la définition de ce nombre. Donc ici, on fait le terme constant, et ici, on fait le produit de convolution. Et maintenant, je factorise ma fonction en 3 facteurs, phi moins, phi 0, phi plus. Et c'est ça que je vais avoir. Donc c'est là où ça se passe quelque chose. Donc il y a l'intégrale sur x moins, une intégrale sur x plus, une intégrale sur le tore. Et donc là, il y a le delta bt. Pour que ça marche, il faudrait en mettre le bon delta, bien sûr. Et UG, phi moins 1, x moins 1, phi plus, x plus, et phi 0 de t. Donc là, j'ai rien fait, j'ai développé l'intégrale. Et maintenant, vous voyez, ici, c'est la remarque, donc qui n'est pas encore rigoureuse, mais je pense que ça marche, parce que on doit... donc l'hypothèse que ce J rho de G est essentiellement rho compact, ça fait que cette fonction est bien définie, c'est convergente. Et le terme constant convergent, l'intégrale énorme est convergente. Et donc, on peut penser qu'on peut faire une échange d'ordre d'intégration. Parce que le tout a une bonne tête d'être convergente. Donc, ce machin qui est à l'extérieur, on va mettre tout à l'intérieur. Donc, c'est le truc. Un demi. Donc on va le mettre le tore à la fin. Donc c'est bien ça. dt. On va mettre le phi plus x plus dx plus. Et donc là, maintenant, ça va être la partie essentielle de calcul. C'est une intégrale sur du de dx moins de J rho a UG de phi moins x moins. Donc ça, c'est la partie essentielle du calcul. Donc il y a un quadruple intégral, mais qu'on va déplacer l'intégrale interconstante tout à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre. Et le point, c'est qu'en fait, à la fin, ça va être une constante à calculer fois sur phi 0, c'est delta 0 de phi moins. Parce qu'à la fin, ici, de l'autre côté, on doit avoir ce delta 0. Donc c'est ça c'est vraiment le point. Alors pourquoi je voulais le souligner parce que en fait, c'est exactement l'analogue péadique de la conjecture d'annulation de Baraman-Kashdan. Vous voyez que le Baraman-Kashdan, comme je dis, que si on intègre cette fonction-là sur un unipotent, alors ça va être nul en dehors du Borel. Mais en péadique, ça n'a pas de sens. Il faut mettre une fonction test sur l'unipotent négatif. Alors, cette fonction de test, ça va contribuer exactement par la valeur en 0. Donc, c'est ça qu'il faut penser, que c'est ça exactement. Vraiment, le point essentiel, c'est de comprendre cette intégrale comme l'analogue
de la conduite d'annulation dans le cas de groupe fini. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Vous voyez que dans le cas, si on fait ça dans le cas de groupe fini, on fait une somme au lieu d'intégrale. Et puisque quand x moins a est non zéro, ça ne contribue pas, parce que c'est en dehors du Borel. Et donc, c'est la même chose, c'est la même formule. Mais dans le cas périodique, on ne peut pas avoir la conjecture doit se formuler dans cette intégrale. Voilà. Et donc là, c'est tout la partie un peu vraiment problématique, parce que vous voyez que c'est vraiment un truc vraiment essentiel, en fait. Même dans le cas fini, cette conjecture était vraiment assez difficile de démontrer. Dans le cas GNL, d'expliquer avec toutes les descriptions assez fines des orbites. Et ça enchaîne à expliquer une autre preuve plus conceptuelle, mais c'est tellement compliqué. Mais dans ce cas-là, c'est essentiellement trivial, en fait. C'est formulé dans le cas PD essentiellement trivial, du moment qu'on sait que l'intégrale converge. Vous voyez, si l'intégrale converge, c'est nécessairement égal à ça, parce que si elle converge, il définit une distribution sur F, une forme linéaire sur ce phi moins 1, qui est invariante par le tore. Alors, il n'y a qu'une seule, c'est delta 0, donc c'est une planète constante. Mais tu as défini quelque part avant le J-O-G? Ici, c'est. Enfin, je voyais que ça n'a pas vraiment d'importance ici. On peut T sur W. Non, mais tu as utilisé beaucoup ce J-O-G. Est-ce qu'il est défini quelque part? Non, il n'est défini que par cette formule. Enfin, ici, je fais tout ce calcul que le seul chose que je veux assumer, c'est que l'intégrale converge. Pour un J. Pour une fonction quelconque. Si une fonction stable quelconque, du moment que ça converge, ça marche. Et justement, c'est comme dans l'exposé de Chauchet, il a bien expliqué que cette conduite d'annulation, ça n'a rien de spécial par rapport à ces faisceaux hypergéométriques. Ça marche pour une catégorie très large. Et ici, c'est pareil. La conduite d'annulation, ça marche du moment que l'intégrale converge. Donc, la convergence intégrale est très important. Ça correspond à cette sous-catégorie que Sarcien a définie dans le cadre fini. C'est moi, c'est dans l'incompréhension ou la compréhension. Mais je vais faire le calcul. Non, mais justement, c'est dans cette calcul de cette constante. Cette constante va être, on voit que c'est que ça proportionnel à delta 0, donc qui correspond bien à l'annulation, c'est la convergence. Mais le calcul de cette facteur de proportionnalité, ça dépend de toutes ces transformations Fourier. Donc ce que je vais faire maintenant. Donc, on va calculer cette intégrale. F du F, donc on l'intègre sur l'unipotent positif ou négatif, mais sur une fonction, la fonction stable. Donc ça, ici c'est J rho G de A UG. Donc, je me suis écrit C de T et de phi moins 1 x moins. Voilà. Et donc, pour ce calcul-là, je vais calculer simplement ce C. Donc là, vraiment, c'est comment calculer cette constante. Hein. Il n'y a pas de. Qu'il soit des. C'est ici, on va C. Ça va être, quand on calcule tout, on obtient ça. Il n'y a pas de... Si, ça va venir ici. Donc C dépend de U. Donc C, c'est la trace
C, c'est la trace de cette énorme matrice. Il ne faut pas avoir peur de multiplier les matrices, on multiplie beaucoup ici. Donc il y a 5 matrices, et vous multipliez et on calcule la trace, et c'est ça que vous trouvez ici. U plus. Voilà. Donc le facteur qui va être passé au tort, ça c'est le bon facteur. Donc ça c'est le bon facteur. Donc ça c'est la partie qui va contribuer aux constantes, qui donner les constantes. Voilà. Donc, mais ici vous voyez que ça correspond au calcul dans le cas que j'ai expliqué dans le cas GNLN, c'est que lorsque vous multipliez à gauche et à droite par les matrices unipotentes et on calcule la trace, eh bien c'est une forme bilinéaire. Donc ça c'est une forme bilinéaire sur les deux espaces vectoriels. C'est pour ça qu'on arrive à faire le calcul. Dans le cas général, on n'arrive jamais à calculer cette constante parce qu'on n'a pas cette forme bilinéaire. Voilà. Et donc maintenant, comment on va faire? On va calculer par inversion de Fourier. Donc on a, au lieu de J, on va utiliser son nom de Fourier. Donc on a ça devient, j'écris ici parce que j'avais besoin de place. On arrive presque à la fin du calcul. du en plus dx moins 1. Et maintenant, je remplace ce bidule par la transformation de Fourier. Donc, il y en a ici de d'ici du Fourier. Donc ici, bien sûr, j'ai supposé que tout ce sens Fourier a un sens. J rho G de psi à t, et ensuite on a psi de psi c et phi moins a de x moins 1. Donc j'écris toute l'intégrale. Simplement, je remplace ce thème par une intégrale de ce transform de Fourier. Et bien, quand vous développez, et donc on va échanger de variables, on va déplacer ci à gauche, donc on aura ci. Donc tout ce facteur compliqué, ça devient un facteur, donc ça devient dci du Fourier de J rho G de psi à t. Et donc on a ce exponentiel, on va couper en deux parts. Donc il y a la bonne partie ici, on va mettre le maître dehors. On va mettre ici psi de 1 à t plus 1 de t2. Donc tout le reste, ça devient la même chose, mais sauf maintenant on a remplacé ces fonctions qu'on ne connaît pas par l'exponentielle. On a écrit ces fonctions comme une intégrale sur l'exponentielle. Donc ça devient du dx moins 1 de si t1 à au plus a2 x plus x moins de phi moins 1 x moins 1. Donc vous voyez l'astuce ici, on a une sorte de transformation de Fourier, mais avec un noyau qu'on ne connaît pas. Eh bien, donc, on a qu'à écrire ce noyau comme une intégrale de l'exponentielle par le transform de Fourier. Donc le mettre dehors, ici ça devient une inversion de Fourier. Donc cette partie-là, c'est une inversion de Fourier.
et donc, ce que vous trouvez à la fin, c'est donc tout cet intégral. À l'intérieur, ça va être simplement. Donc il y a deux choses. Il y a donc ça va être l'intégrale de du de phi chapeau moins le temps Fourier de phi moins 1, mais appliqué au point de si t-1, 1, u1 plus 1, 2, x plus. Et l'inversion de Fourier appliquée à ça, ça vous donnera. Il y a juste le facteur qui doit sortir, c'est cette partie-là. Et ça compte plus. Ça disparaît. Et ce que vous obtenez ici, c'est si moins 1 à T1 moins 1 de delta 0 de phi moins. Donc ça c'est exactement ce que vous voulez. Et on attrape bien ce si moins 1. Quand on compare avec ça, eh bien on retrouve ce truc. Donc du coup les deux formules sont les mêmes. Donc à ce point les deux formules sont identiques terme à terme. Parce que la transformation la multiplication par la valeur absolue de la variable duale, ça répercute ici, parce que quand on calcule l'effet de ce noyau sur la série principale, eh bien on doit faire transformation Fourier et puis on multiplie avec si moins 1. Et bien pour rattraper le bon truc, il fallait multiplier si avant. Et c'était ça. Donc, voilà, donc j'ai essentiellement écrit toutes les formules. Et, donc, je ne sais pas si les commentaires que je voudrais faire, c'est qu'en fait, le point essentiel, c'est quand même revenir à traiter l'intégrale de cette forme. On intègre sur l'unipotent positif et l'unipotent négatif, mais avec une fonction test seulement sur la variable négative, la version négative. Et le noyau, c'est une fonction stablement invariante. Et l'hypothèse qu'il faut mettre, c'est que la fonction stablement invariante doit être bien foutue, doit être sigma rho compact pour que l'intégrale converge. Du moment qu'elle converge, la double intégrale doit définir une distribution invariante sur une forme linéaire, invariante sur ce phi moins 1. Et en fait, donc, c'est une constante. C'est une constante fois la delta 0. Et qui correspond à la conjecture de Bavard-Mann-Kashdan, conjecture d'annulation. Donc ça, c'est le variable périodique. Mais pour faire le calcul exactement, il faut... c'est assez difficile, c'est assez compliqué. Et dans le cas GNLN, on peut le faire grâce à un peu ce miracle quand vous avez une matrice comme ça. Plus. Et là, donc c'est x. Alors, tous les polynômes caractéristiques de CI de x moins CI de xn moins 1 est une forme bilinéaire. Sur U- et U+. Je n'arrive pas à donner une... La semaine prochaine, je vais discuter de cela, mais je ne vois pas d'explication philosophique de ce fait, mais avec ce fait, on peut généraliser la formule de la forme à GNLN. Et voilà. Yeah.